Donc je disais que c'est une voie directe de reconnaissance de notre vraie nature et négative. C'est-à-dire que si nous affirmons qui nous sommes, bien sûr nous allons faire référence à des définitions, à des concepts, à des croyances, à des pensées. Et les pensées, c'est de la mémoire. Et la mémoire, c'est du passé. Mais nous voulons nous découvrir tels que nous sommes vraiment, maintenant, ici et maintenant, à 0 cm de nous-mêmes, en deçà des définitions, en deçà de ce que nous disent les autres. Il y a cette phrase qui me revient chaque fois, presque, lorsque je partage notre vraie nature. C'est cette phrase de Huang Po qui dit « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. » Alors c'est ce que je me propose de faire avec vous, de partager avec vous pendant cette heure. C'est de vraiment voir, simplement voir. Mais peut-être notre regard est-il un petit peu encombré, que nous le voulions ou non, par des pensées plus ou moins apparentes, qui viennent comme ça, comme une brume, un petit peu encombrer ce regard. Alors, ce que je vais vous proposer, puisque traditionnellement la méthode de connaissance de qui nous sommes vraiment, c'est une voie, donc, je disais, négative ou apophatique. En Inde, traditionnellement, on appelle ça le neti. En sanskrit, ça signifie ni ceci, ni cela. Ni ceci, ni cela. Ce qui signifie que ce que je suis ultimement ne peut pas être une perception. Quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Car nous avons tous le pressentiment en nous qu'il y a quelque chose en nous qui ne change pas. Et c'est ça que nous allons clarifier au travers du neti-neti. Neti-neti, c'est la méthode de connaissance essentielle dans l'Advaita Vedanta, qui est donc la voie de connaissance traditionnelle en Inde. On trouve le neti-neti dès la Brihadaranyaka Upanishad, 2700 ans. Et la voie de connaissance de qui nous sommes n'ont pas vraiment varié. C'est simple. Et donc, on va tenter de découvrir tout ce qu'on n'est pas pour laisser se révéler ce que nous sommes. Et je vais vous proposer une petite pratique contemplative. Je vous poserai des questions et vous y répondrez par vous-même. Parce que ici, bien entendu, il n'y a pas ce que l'on partage, c'est notre être véritable, donc ce n'est pas un enseignement. Je ne sais rien de plus que vous à ce propos. Je vous propose juste de pointer dans la direction de qui nous sommes. Mais il n'y a ici aucune autorité extérieure. Vous devez vous appuyer sur votre propre autorité, sans faire référence à la mémoire. Et justement, cette phrase sera en introduction de chaque proposition que je vais vous faire maintenant. Ceux qui viennent souvent à ces satsangs avec moi savent qu'on a déjà pratiqué ce neti-neti-là. Ce n'est pas le neti-neti tel qu'il est traditionnellement partagé en Inde, puisque en Inde, traditionnellement, on va percevoir une perception, par exemple, une sensation, et on va réaliser que la sensation est là, elle apparaît, elle disparaît.
Mais quelque chose n'apparaît pas, ne disparaît pas avec elle. Et là, on peut avoir l'intuition d'une présence qui demeure, qui est là. Alors on peut être tenté de, très vite bien sûr, faire entrer cette présence dans une définition et dire bah, c'est moi, c'est Dan, c'est un homme qui... Oui, mais l'homme n'est pas tout le temps là, c'est une pensée également. Donc la pensée homme, la définition homme, apparaît et disparaît, mais moi qui en suis conscient, je demeure. Et donc on fait ça successivement avec tous nos centres d'intérêt, toutes nos pensées, toutes nos définitions, toutes nos sensations, nos émotions et les perceptions, pour laisser apparaître à la fin de ce processus où on finit par également nier celui qui pratique le neti-neti. Tout est rejeté comme n'étant pas le soi, et le soi finit par se révéler dans cette méthode d'investigation négative comme une positivité absolue. Là, je vais vous le proposer un peu différemment. Ça m'a été inspiré de l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste du IIIe siècle extrêmement radical. Et donc je vais vous proposer 3 questions. Les 2 premières appâteront sans doute le mental, puisque le mental il fonctionne par pôle de dualité, le bien, le mal, grand, petit, homme, femme, gentil, méchant, etc. Et je vais vous proposer justement des pôles de dualité. Peut-être que vous serez tenté vers l'un ou l'autre, mais ensuite il y aura une 3e proposition, beaucoup plus honnête, enfin c'est vous qui verrez pour vous-même. Mais sachez qu'en introduction, je dirai tout le temps cette phrase, et c'est la plus importante, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée. Et donc vous répondrez par vous-même, bien sûr, en silence. Alors si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, êtes-vous un homme ou une femme ou, toujours bien sûr sans faire référence à la mémoire, fermez la parenthèse, ou ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous quelqu'un qui a réussi? Avez-vous réussi? Avez-vous échoué? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, avez-vous un âge ou êtes-vous pure présence hors du temps? Ou ni l'un ni l'autre?
Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, avez-vous une histoire? Ou est-ce que ce que vous êtes est absolument sans histoire? Ou, toujours sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, savez-vous ce qui est juste? Ou ne le savez-vous pas? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous né ou êtes-vous sans naissance et sans mort? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous d'accord avec la politique du gouvernement? N'êtes-vous pas d'accord avec la politique du gouvernement? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, êtes-vous satisfait de la vie? Ou êtes-vous insatisfait de la vie? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous en paix? Ou
N'êtes-vous pas complètement en paix? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est sans importance ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, disposez-vous d'un libre arbitre personnel ou ne disposez-vous d'aucun libre arbitre personnel ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, avez-vous besoin de quelque chose maintenant? Ou n'avez-vous besoin de rien? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, avez-vous des préférences pour telle ou telle expérience? Ou êtes-vous sans préférence? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, connaissez-vous vous-même? Êtes-vous éveillé à votre vraie nature? Ou ne vous connaissez-vous pas vous-même tel que vous êtes vraiment? Êtes-vous ignorant de votre vraie nature? Ou, toujours sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre?
Je pense que chacun a pu constater au cours de cette investigation méditative que bien qu'il puisse y avoir un début d'attachement à une des deux premières réponses, très vite, si l'on prend en compte que tout cela se joue sans la mémoire, inexorablement, nous sommes aimantés vers le ni l'un ni l'autre. Et je suppose que vous sentez en ce moment une grande paix. Cette paix provient, bien sûr, toujours du soi, qui est sans préférence. Cet espace de présence et de conscience qui se révèle en deçà des deux pôles de dualité. C'est un espace de non-savoir. Il n'y a pas de savoir formel, il n'y a pas de préférence. Et paradoxalement, pour le mental du moins, cet espace de non-savoir est l'espace par lequel tout est connu. Cet espace inconnu, cet espace d'inconnu, devrais-je plutôt dire, est aussi un espace qui est reconnu. C'est un inconnu reconnu. C'est un espace impersonnel, car ça ne se réfère pas à la mémoire, ni à des définitions, ni à des croyances. Mais cet espace, il est aussi très intime. Il est éveillé à lui-même, à sa propre nature d'espace et de conscience et de présence. C'est vous, c'est ce que vous êtes lorsque vous ne vous identifiez plus à un des pôles de la dualité, lorsque vous ne vous identifiez plus à ceci ou à cela, lorsque vous n'associez pas à « je suis » une caractéristique, un épithète, une définition, mais vous contentez simplement d'être et de reconnaître qu'en cet instant, vous êtes en train d'être. Cet être se révèle naturellement lorsque vous ne vous identifiez pas à un objet, à une perception, à une forme. Pour faire une vinaigrette, il faut associer de l'huile au vinaigre. Donc on touille. Il y a un mouvement qui semble créer une sorte d'osmose entre l'huile d'olive et le vinaigre, mais en réalité, ils ne se mélangent jamais vraiment. Donc il faut bien mélanger. Et puis, vous savez que quand on laisse l'huile pendant plusieurs heures, voire un jour ou deux,
l'huile d'olive revient dans son état d'huile d'olive, le vinaigre redevient du vinaigre. Ça ne se mélange pas vraiment ensemble. Donc quand on fait cette pratique-ci, ce qui se passe, c'est qu'il y a un arrêt de l'identification qui a lieu tout le temps en réalité. On se rend compte qu'on n'est ni ceci ni cela. Et au lieu de se chercher devant, dans une définition, au lieu de chercher à surajouter quelque chose, à surimposer quelque chose dans la présence, nous retirons les différentes définitions, nous retirons, nous reconnaissons que notre présence n'a jamais en fait été réellement associée à une épithète, à une caractéristique, à une dimension, à une taille. Nous disons tous les jours, 100 fois, 1000 fois par jour, je suis un homme, je suis une femme, je suis un politicien, je suis un boulanger, je suis un père, un frère, une sœur, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis intelligent, je suis stupide, je me sens coupable, je regrette, je suis ceci, je suis cela. Et il y a une confusion en fait, une confusion. C'est que, à force d'associer, comme nos parents et l'école et la société nous y a invités depuis notre plus jeune âge, à force d'associer « je » à des caractéristiques, à des identités, à des sensations, à des expériences, nous avons fini par croire que « je » était confondu finalement avec une entité séparée, un corps, un mental, une personne, un âge, des caractéristiques. Et de là découle toute notre souffrance et tous les conflits dans le monde, la plupart des conflits aussi, puisque nous avons en quelque sorte oublié ce « je suis », notre vraie nature qui est simple, tellement simple. Et donc on prend un temps pour revenir 180 degrés, on ramène l'attention vers ce qui est déjà là. Au lieu de surajouter quelque chose, nous retranchons de notre être ce qu'il n'est pas essentiellement. C'est ce que nous venons de faire par cette pratique-ci. Alors soit nous pouvons demeurer dans cette présence qui est paix, parce que cette présence qui se révèle, qui est impersonnelle et qui est atemporelle, n'est pas en conflit avec ce qui pourrait apparaître ou disparaître. Donc elle est paix. Ce n'est pas une paix qui dépend d'une expérience ou d'une pensée ou de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est une paix inconditionnée. Elle ne dépend de rien, elle est toujours là. Elle n'est pas remarquée. Nous sommes inattentifs. Nous vivons dans une sorte d'hypnose. Comme si l'écran au cinéma était un écran conscient. Imaginez un écran qui serait conscient de lui-même en tant qu'écran, mais qui, lorsqu'un film se projetterait sur lui, oublierait qu'il est écran et commencerait à se teinter des expériences des personnages. Commencerait à croire que lorsqu'un personnage saigne dans le film, l'écran saigne. Dans cette présence avec laquelle vous coïncidez, lorsque vous détendez dans ni l'un ni l'autre, elle
ayez paix. C'est la paix de l'être, qui ne dépend pas du film de votre vie, de la maladie, de la santé, de l'opulence, de la pauvreté, du déchirement émotionnel ou des extases. De plus, cet espace de présence ne manque de rien. Quand vous êtes connecté à cette présence qui n'est ni ceci ni cela, et que vous vous y abandonnez complètement, que vous vous détendez dans cette présence, que cette présence finalement se reconnaît elle-même, il n'y a pas de manque. Et si vous regardez bien, un état sans manque, c'est un état de joie. Pas un état de joie comme celle qu'on peut ressentir lorsqu'un ami nous dit une gentillesse, ou lorsque notre voisin nous fait un compliment, ou lorsque on réussit un diplôme, ou un cadeau, qui nous fait plaisir. Cette joie très particulière qui vient de l'intérieur, qui fait qu'en Inde, on a ce concept trinitaire d'inséparabilité entre l'être, la conscience et la félicité. Et qu'en sanskrit, on nomme Sat Chit Ananda. Cette félicité, elle vient de l'intérieur, elle vient de la reconnaissance même de votre être. Donc vous êtes paix, absence de conflit, vous êtes joie, absence de manque. Mais dans ce ni l'un ni l'autre, il y a également dans cet espace qui se révèle, il y a une absence de séparation. Parce que tout apparaît en vous, à 0 cm. Les sons, en cet instant, apparaissent à 0 cm de cette présence. Et les sensations du corps apparaissent à 0 cm de cette présence. Les pensées, quelles qu'elles soient, apparaissent à 0 cm de cette présence. Les émotions, les odeurs, les goûts, les couleurs, si les yeux sont ouverts, tout apparaît à 0 cm. Et quand quelque chose apparaît à 0 cm, vous pouvez réaliser que c'est vous. C'est vous qui? C'est vous, présent, sans forme, qui prenez la forme de tel ou tel son, de la voix de Dan en cet instant, de la sensation de fourmillement dans le visage, de chaleur sous la plante des pieds. Vous êtes le sans forme qui prend la forme de la pensée, quelle qu'elle soit, des sons, quelle qu'elle soit. Et ça, moi j'appelle ça amour, cette inséparabilité, cette absence de séparation. Donc ce neti-neti un peu particulier, inspiré de l'enseignement de Nagarjuna, radical, nous ramène directement dans cette présence. Et cette présence n'est pas créée par la pratique. La pratique, toutes ces pratiques que je vous propose ne sont que des pratiques de reconnaissance de ce que nous sommes déjà. C'est pour ça que ce n'est pas un enseignement. C'est juste une douce invitation à réaliser pour chacun que tu es déjà ce que tu cherches. C'était Pascal qui disait « Je ne te chercherai pas si je ne te connaissais pas ». Et en même temps, il semble qu'il doit y avoir ce jeu de la recherche, parce que on s'est oublié, on s'est éloigné, on s'est exilé de soi-même,
on s'est identifié à une identité, une apparence qui est en périphérie. Et donc si on est là ce soir, c'est qu'il y a une nostalgie qui nous serre un peu le cœur, un désir de complétude. Et certainement, si on est là ensemble aussi, c'est parce que nous avons l'intuition que cette complétude ne peut pas, contrairement à ce qu'on a essayé de faire pendant des années, voire des décennies, se trouver dans les expériences, dans le monde, dans les rencontres, dans l'accumulation de savoir ou de richesse. On sait que tous ces bonheurs-là sont des ersatz de bonheur qui ne durent pas. Et à un moment donné, quand on a épuisé un peu un certain nombre d'expériences, il se peut que on ait envie de... Le petit chat qui veut venir là. On a envie de juste revenir à cette présence qui n'avait jamais cessé d'être là. Donc, elle n'est pas créée par la pratique. Elle se révèle par la vision de ce qu'on n'est pas.